Voilà, voilà, on y arrive, on y est arrivé. Donc, ce que nous allons faire, nous allons directement faire cette... Ok, parfait. Ouh. Eh bien, parfait, on y arrive. Et donc, je vais filmer ça. Alors, attends, laisse-moi juste 2 petites secondes avant de démarrer. Voilà, parfait, parfait, parfait. Donc ici, je vais filmer sur mon ordi plutôt. Ça me permettra d'avoir les deux connexions. Donc, nous sommes ici en live. Parfait. Tu m'entends, Marc? Ah, très bien, très bien. Eh bien, parfait, on va pouvoir démarrer. Donc, on va pouvoir démarrer. On va essayer. Voilà, je suis donc en live en même temps de l'autre côté que j'enregistre, juste pour nos amis qui puissent pouvoir avoir les deux connexions, aussi bien sur Zoom que sur Facebook. Donc, je te remercie de participer à cette réunion aujourd'hui. Donc, Merci de m'inviter. et avec plaisir, parce que bon, justement, nous avons pas mal de clients qui se posent la question concernant l'accord franco-américain. Et l'accord franco-américain, beaucoup de gens se demandent comment ça marche au niveau des plus-values, comment ça marche au niveau de la succession, est-ce que vraiment je dois payer une double imposition? Il y a plein de questions. Et donc, je te remercie de participer à notre conférence aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Donc voilà, donc dans un premier temps, sur les investissements immobiliers, bien sûr, pour les gens qui ne me connaissent pas, bon, sur Facebook, vous nous connaissez, les gens qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici à Miami, travaillant pour Serhant, avec Serhant, Ryan Serhant, qui est un broker sur New York, qui participe à pas mal de TV shows dont tout le monde connaît. Et Marc est avocat financier, je te laisse te présenter, Marc. Oui, bonjour à tous les participants qui visionnent en direct ou en replay. Moi, je suis avocat, je suis inscrit au barreau de Paris et au barreau de Tallahassee en Floride. J'ai longtemps vécu aux États-Unis, je suis revenu en France, je repartirai probablement aux États-Unis. Donc, je connais un petit peu on va dire les deux zones et les problématiques fiscales qui se posent lorsqu'un Français envisage d'investir sur le sol américain. Voilà, donc c'est la première question. La première question de. Donc, dans un premier temps, cet accord franco-américain qui a commencé, si j'ai bonne mémoire, c'était en 67, également la première fois, avec un avenant directement qui a été fait, qui a été amendé en 88, et un avenant qui a été fait, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2000, en 94 dans un premier temps et en 2004 dans un second, je crois. C'est ça? C'est ça. Il y a très longtemps, on va dire qu'il y a très longtemps, de toute façon, ce qui importe, on va dire, c'est la fiscalité actuelle et les dispositions qui permettent, on va dire, de gérer, on va dire, les deux territoires lorsque des législations ont tendance un petit peu à se superposer pour éviter de désavantager le contribuable, notamment français. D'accord. Alors, comment sont imposés ces revenus? C'est-à-dire que les Alors là, revenus. on parle d'un investissement. Pardon, je te laisse Oui. terminer. Donc, je disais, comment sont imposés les revenus à partir du moment où on investit sur un bien immobilier? Donc, la façon est faite que comment sont imposés les revenus fonciers que nous allons avoir en tant que nous allons parler en tant que résidents français, bien sûr. D'accord. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux façons de réaliser un investissement sur le sol américain selon la nature de la structure juridique qu'on adopte. Soit, comme c'est le cas 9 fois sur 10, on utilise ce qu'on appelle une LLC, et donc elle est transparente. Transparente, ça veut dire que l'administration fiscale ne la connaît pas, elle ne connaît que l'associé. D'accord? Donc fiscalement, c'est comme s'il n'y avait pas de société. Et l'autre stratégie consiste à créer une société non transparente et qui paie son impôt. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale ne s'intéresse qu'à la société. Et les conséquences sont très différentes. Donc, je suis obligé d'évoquer, si vous voulez, les deux possibilités. Donc, je vais répondre à ta question, Fabrice, dans le cadre de la première stratégie qui consiste à utiliser une LLC, c'est un peu comme une SCI, on va dire, c'est l'équivalent de la SCI. Eh bien, dans ce cas-là, les revenus fonciers issus de la location du bien immobilier sont imposés aux États-Unis. Les États-Unis ne font pas de distinction entre les locaux meublés et les locaux non meublés.
C'est imposé aux États-Unis, c'est assez faiblement imposé grâce à un système d'amortissement sur 27 ans et demi qui permet de passer en charge un montant équivalent à la supposée dépréciation du bien. Donc on a une fiscalité assez légère. Et alors, très souvent, d'ailleurs, on n'est pas imposé. Oui, Et qu'en est-il de la France? Alors, la France, elle raisonne de la façon suivante. En vertu de l'accord que tu as cité tout à l'heure, eh bien, la France ne va pas taxer ces revenus puisqu'ils ont été taxés aux États-Unis. En revanche, l'administration française va intégrer ces revenus simplement pour connaître votre taux marginal d'imposition. Et après, va les retirer. C'est pour éviter de désavantager bien quelqu'un qui n'aurait pas de revenus aux États-Unis et donc qui ne percevrait pas de revenus complémentaires et d'avantager quelqu'un qui percevrait des revenus aux États-Unis. Donc on considère qu'un Français qui perçoit des revenus fonciers aux États-Unis, eh bien, doit les intégrer dans sa déclaration uniquement pour calculer le taux d'imposition marginal. Mais autrement, ces revenus fonciers ne seront pas taxés en France. oui, donc en fait, ce qui est complètement logique, puisque percevant des revenus, tu passes une tranche d'imposition en fonction, mais tu n'as pas une double imposition au niveau des revenus que tu touches. Ce qui est D'ailleurs, je précise que souvent, selon la tranche, ça ne va pas nous faire changer de tranche, donc ça sera neutre en France. C'est souvent le cas lorsqu'on est en limite de tranche ou lorsqu'on a des revenus américains très élevés qui peuvent effectivement faire grimper au-delà de notre tranche marginale d'imposition, c'est tout. Voilà. Ça, c'est dans le cadre, on va dire, d'une LLC type SCI. Si vous achetez le bien immobilier aux États-Unis via une C-Corp, d'accord, c'est l'équivalent d'une ESS. Alors dans ce cas-là, la France ne veut même pas le savoir. C'est une entité de droit américain, une C-Corp, et c'est la C-Corp qui paie son impôt aux États-Unis. D'ailleurs, impôt quasi inexistant, toujours en raison, si vous voulez, de l'amortissement du bien, de sa dépréciation, qui fait finalement tomber le revenu foncier à un montant non imposable le plus souvent. Voilà. ah, d'accord, c'est très important ce que tu viens de dire. Il y a vraiment une différence entre les deux, donc quand même. Oui, et je rajoute quelque chose, c'est que dans la première stratégie, avec une société transparente, il faut déclarer les biens, comme je vous l'ai dit, pour en tenir compte et notamment permettre à l'administration de déterminer la tranche marginale d'imposition. Mais dans le cadre de la deuxième stratégie, c'est une société dite opaque. Ça veut dire que finalement, le Français ne détient pas directement le bien immobilier, il détient des titres d'une société qui est propriétaire. Alors là, il n'y a rien à déclarer. D'accord? D'accord. Il y a, Est-ce il y qu'il a, il y a il rien, y a il y a rien à déclarer puisque c'est une société de droit américain. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un crédit d'impôt ou des exemptions spécifiques par rapport à ça pour éviter la double imposition des revenus locatifs? Ah ben oui, là, le système que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une, alors précisément, c'est l'article 6 de la Convention qui Ok, prévoit que eh bien, les loyers, les revenus fonciers imposés aux États-Unis ne le seront pas en France. Et simplement, la France les intègre uniquement pour déterminer la tranche marginale d'imposition. C'est tout. d'accord. Donc tout ce qui est gain revenu immobilier, d'accord, très bien. Alors tout ce qui est gain de capital immobilier, ce qui est un petit peu Alors différent. là, voilà, on parle de plus-value, ça c'est Voilà. la terminologie française, ou de capital gain, comme on dit aux États-Unis. Eh D'accord. bien, alors là, il faut les déclarer aux États-Unis, Ok, c'est une première chose à faire, et ces revenus seront taxés selon un taux qui varie. Alors c'est 0, 15, 20 ou 23,8 avec une taxe additionnelle aux États-Unis. Et donc, il faut verser cet impôt et on doit aussi le déclarer en France. En France, je rappelle que c'est imposé, pour ceux qui ont peut-être oublié, à 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux, ok, ce qui nous amène donc à 36,2%. Mais là encore, en vertu de la... Alors ça, c'est l'article 13 de la Convention que tu as évoqué, eh bien, l'impôt qui aura été payé aux États-Unis sera déduit de l'impôt qu'on doit payer en France. Donc ça, c'est une disposition qui permet d'éviter la double imposition. Donc oui, finalement, l'impôt payé aux États-Unis représente une forme d'avoir qu'on va pouvoir déduire de l'impôt payé à payer en France. Donc pas de crainte, il n'y a pas de double imposition à ce niveau-là. d'accord. Donc en fait, de part
et d'autres, c'est-à-dire de collecter des revenus ou de part d'un capital gain, il n'y a pas une double imposition de part et d'autre. On est bien d'accord. Non, non, OK. non. Ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu cette convention. Mais heureusement, cette convention fait que les deux pays s'entendent. Et ça marche dans les deux sens. Là, ce qui nous intéresse, effectivement, ce sont les Français qui investissent aux États-Unis. Mais la problématique est la même pour les Américains qui veulent investir en France. Donc, ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. D'accord, ok, donc vice-versa et inversement. Et donc, au niveau des impacts fiscaux, donc c'est ce que tu as juste évoqué juste précédemment, pour les propriétaires d'un bien immobilier, on va dire aux États-Unis, c'est le cas sur notre conférence. Donc, il n'y a pas est-ce qu'il y a des impacts fiscaux? La question est là. Autres impacts fiscaux qu'il y aurait pu y avoir sur le capital gain ou les plus-values? Alors, oui, ce que l'investisseur français doit bien comprendre, c'est que lorsqu'il vend son bien immobilier aux États-Unis, Oui, il y a une loi qui précise que l'administration retient 15% du prix du bien, oui, mais en fait, c'est une retenue qui ensuite vous est restituée lorsque l'IRS, l'administration américaine, a reçu la garantie que vous avez bien payé votre impôt sur la plus-value. d'accord. Donc, c'est une forme de garantie, mais pour récupérer cette somme, parfois, ça peut prendre 6 mois, voire un peu plus. Donc, ça peut être un peu, on va dire, C'est ce qu'on appelle, pénalisant. oui, Voilà. c'est ce Mais qu'on appelle cette retenue n'est pas applicable. Attention, je précise, cette retenue, FATCA, on l'appelle, n'est pas applicable lorsqu'on a acheté son bien via une SICORP. La SICORP est une entité de droit américain. Elle est considérée comme un résident fiscal américain. Donc là, on n'est pas concerné par cette retenue. C'est pour ça que je dis souvent aux Français qui veulent investir, 9 fois sur 10, on vous oriente toujours vers une LLC, mais on serait bien inspiré parfois de de loger son bien, non pas dans une LLC, mais dans une SICORP qui a sa propre fiscalité, parce il y a de grands avantages, comme la non-déclaration des revenus en France et comme la non-imposition, enfin, la non-application de la loi FATCA, et c'est-à-dire qu'on échappe à cette retenue temporaire de 15%. Voilà. d'accord. Donc, et même pour un résident français qui n'a absolument rien au niveau des États-Unis, qui vient aux États-Unis avec par le biais de l'État uniquement, donc qui n'a pas de numéro de sécurité sociale, qui n'a absolument rien, il a la possibilité de faire une SICORP. Ah, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord. Et d'être exonéré au niveau de ces impositions que nous venons d'évoquer. C'est bien ça. Oui, alors attention, parce que les revenus s'accumulent dans la société, donc c'est très bien, il y a une très faible imposition, quasiment nulle. Néanmoins, lors de la revente du bien, ça ne sera pas considéré comme un capital gain, mais un résultat d'exploitation dégagé par la société avec une imposition comme comme toute société américaine, c'est-à-dire à 21% plus l'impôt de Floride, parce que ça, c'est l'impôt fédéral, l'impôt de Floride qui est de 5,5, donc ça fait 26,5%. D'accord. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous apprends aujourd'hui et on t'en remercie. Concernant les taxes foncières, allons-y pour les taxes foncières, parce que les taxes foncières en Floride, c'est quand même quelque chose un petit peu qui nous fait baisser la rentabilité, il faut être honnête quand même. Donc, par rapport à tout ça, même si les rentabilités ou les avantages sur les biens immobiliers sont assez attrayants, les taxes foncières sont un petit peu justement, on est un petit peu en rétractation quand on voit ça. Mais, quoi qu'il en soit, nous la payons aux États-Unis. Est-ce qu'on peut la déduire en France? Ou comment ça marche au niveau du système français? Non, ça, c'est vraiment très simple. L'État Oui, français vous ne demandera jamais une taxe foncière sur des biens qui ne sont pas situés en France. Donc, si vous avez des biens aux États-Unis, il n'y a pas de taxe foncière française. Voilà. Ça veut dire que la France ne se mêle pas, côté taxe foncière, ne se mêle pas, si vous voulez, des biens qui sont détenus à l'étranger. Par contre, effectivement, comme tu viens de souligner, il y a une property tax, hein, une taxe foncière payable aux États-Unis qui est importante parce que elle équivaut à peu près, alors ça dépend des municipalités, mais elle équivaut à peu près à 1,8% par ça. an de la valeur du bien immobilier. Donc, c'est pas négligeable et c'est à intégrer quand on calcule la rentabilité. D'accord, très bien. Donc en fait, tout simplement, payons la taxe foncière sur le bien immobilier que nous avons aux États-Unis, qui est déduit sur le biais de la société au niveau de la comptabilité et qui n'a pas d'impact sur la nôtre ou quoi que ce soit en France. On est d'accord. Exact, exact, oui.
Alors, quels sont les impacts, par contre, sur l'accord de la Convention pour l'impôt sur la fortune? Oui, alors L'impôt sur la fortune, l'impôt sur la... ça va très Non, vite. là, c'est très clair. Côté américain, ça va faire sourire les Français. Si vous voulez, il n'y a pas d'impôt sur il y a pas d'impôt sur la fortune, donc le problème est vite réglé. Mais côté France, l'administration dit, écoutez, chers contribuables, que vos biens soient situés en France, aux États-Unis ou en Espagne ou partout où vous voulez, peu importe, vous êtes imposé sur la fortune immobilière dès lors que votre patrimoine global excède le montant d'1,3 million. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour toi, Non, parce que mais tu es un homme riche. même en France. Mais non, mais même en France, Non. ça peut aller très vite. Achète un appartement sur la côte ou autre, ça peut aller très très vite, 1,3 million. Alors, deux points. D'abord, il faut savoir qu'il faut aussi y intégrer sa résidence principale, mais après avoir appliqué un abattement de 30%. D'accord? Quand même. Et voilà. Et ensuite, si on dépasse 1,3 million, en additionnant tous les biens détenus en France et aux États-Unis, eh bien, on est imposé à partir de 800 000 et non pas à partir d'1,3 million. Donc ça, c'est un petit peu le piège, mais on n'a pas des taux très élevés, puisque les taux varient entre 0,5% et 1,5%. Et on déduit, évidemment, c'est sur la valeur nette. Ça veut dire qu'il faut déduire les emprunts qui auraient pu être contractés pour D'accord, acquérir ces biens. d'accord, Voilà. d'accord. Ok, c'est très clair. Parfait. Alors, autre chose qui est quand même aussi importante parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. On a eu le cas sur plusieurs acheteurs à l'étranger. On ne l'a pas eu encore sur un acheteur français. C'est très bien que tu puisses nous l'apprendre. Au niveau de la succession et des donations, Mhm. comment peut se passer pour un bien qui se situe aux États-Unis, justement? Alors, si le défunt est, on va dire, est taxé par le biais des ayants droit sur les Mhm. biens qui constituent son patrimoine mondial. Donc, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Que le bien soit situé en France ou qu'il soit situé aux États-Unis, dès lors qu'il y a, on va dire, il y a un décès, eh bien, tout rentre dans ce qu'on appelle la dévolution successorale et dans la base imposable au droit de succession. Donc, ça veut dire que les ayants droit, les héritiers, vont, en tout cas, qui sont imposés en France, résidents français, devront déclarer leur, évidemment, leur quote-part de biens, peu importe la situation du bien. Donc, je dirais que ça ne change pas grand-chose. On n'échappe pas au droit de succession, au droit de donation, en allant investir aux États-Unis. D'accord, ok. Donc en fait, oui, en fait, c'est un pot commun puisqu'ils le prennent sur le base globale mondiale, quel que soit où tu es l'appartement, où tu l'as acheté, et peu importe, c'est mis dans le pot commun. Oui, alors juste une petite remarque, parce que j'ai eu le cas il y a quelques mois, j'ai eu un client, une cliente, euh, sa maman, elle, vivait aux États-Unis, Oui, donc française, mais résidente fiscale américaine. Sa maman avait acheté un bien aux États-Unis. Sa maman a fait une donation. Donc, c'est un bien aux États-Unis au profit d'un résident américain. L'État ne s'en est pas mêlé. L'État ne se mêle pas, on va dire, des biens aux États-Unis donnés à un non-résident fiscal français. Bon, c'est une petite subtilité, mais je l'apprécie, je la signale quand même. oui, oui, parce qu'il peut y avoir le cas également, par exemple, tu signalais la C-Corp ou la LLC, où il n'y a pas uniquement un seul associé, qu'il y en a deux. Et en imaginant que dans la société, il y a justement un résident américain et un résident français. Comment ça fonctionne? Ah bah, s'il y a des droits, s'il y a une donation ou des droits de succession, eh bien, si c'est le résident français qui sera imposé sur sa quote-part qu'on lui a donnée ou dont il a hérité Oui. par l'administration française. Maintenant, l'ayant droit américain n'est pas du tout concerné par, si vous voulez, par la législation française, mais uniquement par la législation américaine. Et je précise, et ça va encore faire sourire les auditeurs, c'est qu'aux États-Unis, en cas de succession, on n'est imposé qu'au-delà de 11 millions. Euh, euh, donc c'est dire effectivement qu'il y a peu de gens qui sont touchés par, les droits de succession. D'accord, ok, parfait. Et je pense que bien sûr, dans cette configuration, au niveau des plus-values, c'est exactement le même système. Des, Ah des, ben, des revenus, je voulais dire, pardon.
Ah ben, de l'impôt sur revenu, c'est pareil. Ça veut dire que ben, dans ce cas-là, un résident américain qui perçoit des revenus d'un bien américain, évidemment, paie son impôt très faible, d'accord, grâce à l'amortissement aux États-Unis. Ça ne regarde pas l'administration française. D'accord. Et donc, s'il y a des parts sociales qui sont réparties dans la société, les revenus sont imposables une partie à l'associé américain, l'autre partie en fonction des parts sociales, bien sûr, respectivement par rapport aux Ah parts. ben, bien sûr, imaginons qu'il y ait deux propriétaires d'une même maison. Oui. Un est français, l'autre est américain. Ils ont des parts, on va dire, dans la LLC. Eh Mhm. bien, seul le propriétaire français des parts de la LC devra déclarer ses revenus ou sa plus-value en fonction de sa quote-part dans la société qui détient le bien. OK. Et donc, l'amortissement par rapport à ça du bien immobilier sur cette quote-part est fait aux États-Unis et non en France. On est bien d'accord? Si le bénéficiaire est domicilié aux États-Unis, Bien sûr, oui, oui, par bien rapport sûr. aux associés. Oui, Bien oui, tout sûr. à fait. OK. Quelles sont les implications par rapport pour les propriétaires? Je parle pour les propriétaires immobiliers, parce qu'on appelle, nous, justement, la FATCA, qui est le Foreign Account Tax Compliance Act, qui est ce que tu évoquais tout à l'heure, ce qui s'appelle aussi la FIRTA. Et donc, quelles sont les implications à ce niveau pour le ressortissant français qui a investi aux États-Unis? Puisque le prélèvement est à la source au moment de la vente, et il faut le savoir parce que beaucoup de gens sont un peu surpris. Le montant est pris sur le montant total dans un premier temps et non sur la différence qui ensuite est calculée et rendue en fonction. Quels sont les impacts derrière ça une fois que c'est payé, quand on va retoucher la différence directement en France? Ah ben, l'impact, c'est uniquement un impact en termes de trésorerie, puisque finalement, ça ne regarde pas l'administration fiscale française. Oui, Et concernant l'administration fiscale américaine, elle vous dit, écoutez, moi, je retiens 15% du prix de vente, c'est à vous, mais je les garde parce que comme vous n'êtes pas sur le territoire américain, je n'ai pas de moyen de pression sur vous et je veux m'assurer que vous allez bien payer votre impôt sur la plus-value. bien sûr. Et finalement, comme vous n'êtes pas un ressortissant américain et que je n'ai pas de pression sur vous, la seule façon finalement de vous contrôler et d'être sûr que vous allez remplir vos obligations, c'est de retenir cette somme à la source. Et quand on aura l'assurance que ça a bien, que vous avez bien réglé votre impôt sur la plus-value, nous vous rendons ces 15%. D'accord. Qui sont donc, Donc c'est juste un impact en termes de trésorerie. d'accord, qui sont donc que l'on peut, une fois qu'on nous rend, à partir du moment où on nous rend cette somme, on peut directement la rebasculer sur un compte courant, épargne, peu importe, en France. Bien sûr, bien sûr. Et donc, comment est calculé au niveau de la plus-value qui a été faite? Ça n'a aucune incidence. Ça n'a aucune incidence parce que la, la plus-value, lorsqu'elle sera déclarée en France, Oui, ne tient pas compte de ces 15%. On ignore totalement finalement cette opération qui a été réalisée par l'administration américaine qui consiste finalement à retenir 15% en titre de garantie. L'administration française ne veut pas le savoir. Elle fait comme si vous aviez perçu le 15% pour calculer la plus-value. C'est-à-dire qu'elle va calculer la plus-value en faisant la différence entre la totalité du prix de vente, oui, même si on n'a perçu que 85%, ok. d'accord, et ce que le bien nous a coûté. Donc, de facto, lorsque 6 mois plus tard, l'administration américaine nous dit, OK, c'est bon, on a bien contrôlé, vous avez payé votre impôt sur la plus-value aux États-Unis, donc on vous restitue les 15%, il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'imposition. Encore heureux, voilà. D'accord. Donc, finalement, cette convention franco-américaine est quand même très, très intéressante fiscalement pour un ressortissant français. Oui, mais enfin bon, moi je préférais qu'on ne retienne rien du tout plutôt que ces 15%. Oui, Parce qu'effectivement, comme tu l'as évoqué, le français dit, mais attendez, moi j'ai vendu un bien pour 400 000 et on me retient 60 000. Donc oui, finalement, je ne reçois que 340 000. Alors, faut l'expliquer. Ouais, mais attendez, vous inquiétez pas, quand vous aurez payé votre impôt sur la plus-value, l'expert comptable va l'envoyer à l'administration et elle vous restituera ensuite les 60 000. Bon, ok, tu dis c'est très intéressant. Oui, mais bon, on s'en serait bien passé. Après, au bout de 6 mois, on oublie, on a reçu les 60 000. Ok, très bien. Mais bon, voilà. oui, 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 bien sûr, évidemment, évidemment, c'est sûr. Et il y a des fois, très souvent, nous, quand on part sur des procédés comme celui-ci, on fait faire un calcul d'imposition par un comptable préalablement, où les documents sont envoyés à l'IRS
et Mm. qu'on a la possibilité de pouvoir anticiper, un petit peu comme le système que l'on puisse faire sur les amortissements, on peut anticiper l'imposition à payer et de faire la déduction immédiate et de payer directement l'IRS, qui peut malgré tout avoir une différence quand même, puisque c'est déjà arrivé, Mm. et un remboursement. La différence en général, elle n'est jamais où le client doit l'argent, il est plutôt où l'IRS lui en rend, parce que même quand ce calcul est fait, il est un petit peu supérieur. Oui, il faut quand même préciser, Fabrice, que tous les experts comptables américains ne gèrent pas forcément parfaitement ce dossier. Je crois qu'il faut vraiment s'adresser à des cabinets spécialisés. C'est sûr, exactement. Eh ben, je crois que nous avons vu tous les points, Marc. Eh ben, vraiment, je t'en remercie parce que ça a été vraiment une conférence d'information exceptionnelle qui va pouvoir aider beaucoup d'investisseurs français. Justement, donc cette vidéo, de toute façon, est enregistrée. Elle va être mise directement sur la chaîne YouTube. Vous pourrez la revisualiser. Si vous avez des questions, vous pouvez directement se mettre en contact avec nous, ou par moi ou par Marc directement pour tout ce qui est Mm. fiscalité. Oui, pardon. Non, non, je te laisse terminer, mais je voudrais rajouter quelque chose. C'est très bien, on vient de parler de fiscalité et c'est un point qui est primordial. Je pense néanmoins qu'il y a d'autres aspects qui sont tout aussi importants, évidemment, que la fiscalité. C'est-à-dire que un investisseur français a quand même un intérêt fort à investir aux États-Unis. Et je dis pas ça pour aller dans ton sens, je dis ça parce que je suis passé par là. Déjà pour se diversifier géographiquement, de façon à avoir un patrimoine qui ne soit pas exclusivement concentré sur le territoire français, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis aussi pour se diversifier en termes de devises, ne pas être investi totalement en euros, être aussi investi donc en dollars. Et puis, et puis parce que aussi aux États-Unis, mais je pense que enfin, tu pourrais très bien le signaler, on a un cadre juridique très favorable aux propriétaires. Je dis souvent à mes clients que quand on a un locataire indélicat, allez, aux États-Unis, il faut un mois et demi, on va dire, pour le déloger. Oui, En le maximum, France, il quoi. faut 3 ans. Il faut 3 ans. Et c'est un calvaire, parce qu'un juge, en plus, qui considérera toujours que le locataire est à privilégier parce que c'est la partie faible, eh bien, le juge ne condamnera jamais le locataire à réparer les dégâts qu'il a commis ou à payer les loyers qu'il n'a pas versés durant toute la procédure. Voilà. Et puis, il y a aussi la perspective d'un gain. Je m'explique. Quand on est dans une zone qui est porteuse, comme la Floride, avec 10 000 personnes qui viennent s'installer, principalement dans le sud-est, on peut s'attendre à une évolution positive des prix. En France, où les prix sont très corrélés avec le pouvoir d'achat, malheureusement, on a un pouvoir d'achat en baisse et on peut s'attendre finalement à très peu de hausses, voire même des baisses. Donc, je trouve que pour toutes ces raisons, outre aussi la rentabilité qui est souvent plus élevée aux États-Unis, mais pour toutes ces raisons, je pense que effectivement, on doit s'intéresser à la fiscalité, mais pas uniquement. Voilà, je tenais à le préciser Non, pour c'est les vrai. investisseurs potentiels qui pourraient regarder cette vidéo. Voilà. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi parce que quand on regarde aujourd'hui les prix, bon, ça a été une situation un peu exceptionnelle, mais malgré tout, les prix ont pris plus de 20%. Et il y a des endroits où on est plus à 35%. Ouais. Attention, je ne suis pas en train de dire non plus qu'ils vont prendre 20% tous les ans. Je n'ai pas la boule de cristal, malheureusement. Si je l'avais, ce serait beaucoup plus pratique. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours une évolution et on n'a pas de baisse au niveau des prix, même avec des taux d'intérêt qui ne sont pas attractifs, il faut être clair. Ici, on est aujourd'hui à 6,35% pour un prêt immobilier, ce qui est, je crois, le double par rapport à la France. Donc, ce qui n'est pas attractif, mais malgré tout, on a une évolution, une évolution du prix, un capital gain, qu'on appelle ça ici, qui est quand même assez exceptionnel en Floride. C'est vrai. Oui, mais c'est lié, je le répète, c'est lié aux flux démographiques qui Tout à sont fait. très favorables à la Floride. La Floride est un État libre, un État républicain, un État qui est business friendly, donc c'est-à-dire qui est favorable aux chefs d'entreprise. On comprend pourquoi il y a 10 000 personnes par mois qui viennent s'y installer et ça contribue à tenir les prix. Voilà. Oui, parce que justement, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout signalé, mais il faut savoir que la Floride a uniquement un impôt, n'a pas l'impôt d'État. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est énorme, qui représente, si j'ai bonne mémoire, 12,8 en Californie, 8,84 sur New York. Donc, ce qui est quand même vraiment une différence qui vraiment marque, marque réellement la rentabilité derrière et l'évolution au niveau des prix, évidemment. Bien sûr, oui. Eh bien,
Parfait. Donc oui, comme je disais, donc cette vidéo est enregistrée, elle va être mise directement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez souscrire à notre chaîne YouTube. C'est mon nom et mon prénom, très facile, Fabrice Hernandez. C'est complètement gratuit. Nous avons plus de 2000 vidéos et plus d'analyses. Nous allons plusieurs fois faire des analyses tous les mois en français. Nous n'avions pas exploré et expliqué tous les systèmes au niveau de franco-américain, comment ça se passait. Nous avons décidé de pouvoir le faire dès aujourd'hui et de vous tenir informés. Marc, je te remercie d'avoir consacré du temps pour nous expliquer toutes ces informations. On te sollicitera également pour pouvoir faire une analyse et pour refaire une campagne d'information dès le mois prochain, si tu l'acceptes. Voilà, et n'hésite pas à communiquer mes coordonnées si, Donc, si on Marc, te, si on te les si demande. tu pouvais laisser ton numéro de téléphone et ton email, ce serait super. Je vais le mettre moi sur la vidéo également. Bien sûr, sans problème. Donc, Marc, vous pouvez directement le joindre. Directement sur la vidéo, je vais vous mettre ses coordonnées, son numéro de téléphone, son email, donc tous les renseignements. Et vous avez affaire à des professionnels. Merci, Marc, et à très bientôt. Au revoir Fabrice, merci pour ton invitation. Avec Au revoir. plaisir. Bye bye.